Cette question vous fait travailler autour de la décomposition algébrique d'une fraction. Le second degré est présent et l'idée c'est de le transformer en premier degré. N'oubliez pas la règle de somme-produit qui permet de factoriser un second degré. L'idée de l'exercice est d'utiliser la décomposition pour un calcul intégral après. Pour démontrer l'égalité de deux membres, il suffit par exemple de prendre la différence des deux et d'arriver à zéro. C'est ce qu'on va faire. Je change les signes. Et l'idée c'est d'essayer d'arriver à zéro. Premier degré, second degré, donc on factorise soit par la règle de somme de produits, soit par le delta. C'est 1, facile, donc on a deux racines, x1 égale moins 2, x2 égale moins 2. On peut factoriser, ça donne x plus 2, x plus 3. Je développe. Je cherche le dénominateur commun, donc j'équilibre, j'ai déjà un facteur qui est présent. Je fais la même chose ici, avec x plus 3. Je continue, même dénominateur commun, je gère les signes, je simplifie, moins 2 plus 2, 0 sur n'importe quelle valeur, ça sera le 0. On a bien démontré cette égalité. Pour les x positifs, on vous demande de calculer une primitive. On va utiliser la décomposition qu'on vient d'avoir. Décompose, la constante de le sortir. Le calcul intégral est un processus linéaire, donc je peux associer l'intégrale aux deux membres. Et là, je tombe sur un terrain connu. Je vais activer cette formule de ln de la valeur absolue de x plus 2 moins 2 ln de x plus 3. Attention, la valeur absolue, car la fonction logarithme n'est pas définie sur des arguments négatifs. Alors, c'est déjà une bonne réponse. On peut faire mieux avec les propriétés de calcul de logarithme. Je vais insérer les deux, ça devient puissance, dans cette règle. Je peux utiliser cette règle qui me dit que le logarithme de a moins le logarithme de b, c'est juste le logarithme de leur quotient. Simplification finale. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour des probabilités et des probabilités conditionnelles. Très important de prendre le temps de comprendre les nuances dans un texte. Il y a des éléments clés. Par exemple, les deux événements sont indépendants. Attention, c'est une information à traduire mathématiquement. Vous êtes dans cette partie théorique. Prenez l'habitude de modéliser un problème de probabilité conditionnelle sous forme d'un arbre. Voilà le schéma classique, une modélisation à deux niveaux. A, le niveau A et le niveau B. Bien sûr, ici, A représente l'événement André atteint la cible, B représente le deuxième événement. Être clair par rapport aux probabilités de chaque branche. Tout d'abord, modéliser le problème sous forme d'un arbre. On commence par pondérer l'arbre, c'est-à-dire mettre les probabilités sur chaque branche. P de A égale 4 cinquièmes, donc c'est clair, 4 cinquièmes, et ça c'est l'événement contraire. Et maintenant, on va jouer avec le fait que la probabilité de B est donnée, ils sont indépendants. C'est-à-dire que la réalisation de l'événement B est indépendante des autres. Donc, P de B sachant A, c'est juste le 7 huitième. Et P de B sachant A bar, c'est aussi 7 huitième. L'autre vient juste compléter 1 huitième, 1 huitième. Donc, je fais ce travail d'une manière indépendante de la question. Maintenant, je m'intéresse à la question. On me demande une probabilité exactement un archer qui atteint la cible. Alors, je suis là, soit l'un, soit l'autre, pas les deux. Soit le A, mais pas le B, ou le B, mais pas le A. Le OU mathématiquement se traduit par le plus, et les deux événements, c'est juste des probabilités de type A inter B bar et B inter A bar. P de A inter B bar, c'est juste le chemin, celui-là. Et qu'on cherche, c'est 4 cinquièmes fois le 1 huitième. Puisqu'on a le OU, c'est un plus. Deuxième chemin, le A bar inter B. C'est-à-dire le 1 cinquième fois 7 huitièmes. Le calcul, simplification, 11 sur 4. 11 sur 40. Bien sûr, la probabilité ne peut jamais dépasser le 1. Attention, c'est un problème de modélisation. Prenez votre temps pour être au clair par rapport à toutes les formules disponibles déjà dans votre formulaire, mais surtout comprendre l'énoncé. Et pour le comprendre, il faut juste décoder les éléments clés dans le problème. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour de plusieurs notions très importantes dans l'analyse mathématique. L'intégrale, les techniques d'intégration, l'interprétation d'une intégrale, les règles de calcul pour lever la détermination de limite dans une famille de type l'exponentielle fois le premier degré. Attention, on vous demande ici de calculer l'aire de cette partie assurée. Tout d'abord, interprétons cette aire en termes de calcul intégral. On voit que la courbe traverse une racine, donc un changement de signe. Donc attention,
Ce changement de signe doit être intégré dans votre calcul intégral. Donc ça sera une intégrale entre 0 et cette racine, plus l'intégrale de cette racine vers l'infini. Attention, vers l'infini. On observe, la première région se trouve dans le plan négatif, donc on doit équilibrer par un moins. La deuxième région est dans le plan positif, donc ça reste son signe moins. Je commence par préparer le terrain. Tout d'abord, je dois déterminer cette racine. Je sais qu'une racine, c'est la solution de l'équation f de x égale 0. J'applique. Cette partie strictement positive. X moins 2, racine, c'est 2. Je peux maintenant écrire l'intégrale. La première région est négative, donc j'équilibre par un moins entre 0 et 2 de ma fonction. Plus une deuxième région dans le plan positif de 2, tension vers plus l'infini, f de x dx. Regardons ce morceau. C'est ce qu'on appelle une intégrale impropre. Impropre, ça veut dire une borne et infinie. Par définition, quand on a une borne infinie, c'est juste une limite. Donc, l'intégrale, c'est juste la limite pour a envers plus l'infini entre 2 et a. Donc, d'une manière implicite, je dois calculer cette intégrale avec la borne a et je vais faire tendre dans un deuxième temps le a vers l'infini. Commençons maintenant notre calcul intégral. Tout d'abord, formule A est censée être maîtrisée. On va trouver son intégrale par une technique, c'est l'intégration par partie. Alors vous avez deux variantes, soit celle-là, les deux sont équivalentes. L'intégration par partie. Donc on va résoudre cette intégrale par l'intégration par partie. Je vais partir avec cette forme. Je dois trouver c'est quoi U, c'est quoi V, c'est quoi V', c'est quoi U'. Je commence mon calcul. J'identifie le U et le V. Ça c'est mon U et ça c'est mon V'. Je cherche le cadre. Je peux calculer. Le morceau parfait, donc c'est U fois V. Voilà. Je remplace. 0. Je simplifie. Le premier morceau ici, c'est là, égale l'opposé. Je passe maintenant à la partie impropre. Même principe. Pas besoin de refaire l'intégration par partie, c'est la même. Je remplace. Je simplifie le calcul latéral. Je calcule cette limite. N'oubliez pas que on est dans une intégrale impropre. C'est une forme indéterminée, donc je passe par l'hospital. Ça donne 0. Donc l'air, la conclusion, égale ce morceau qu'on a déjà calculé. Juste la partie constante de cette limite. Simplification, le terme semblable. Voilà la réponse. La réponse est une valeur positive. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour d'une application de dérivée très importante, l'optimisation. Chercher une grandeur minimale ou maximale, ça dépend des contextes. Ici, déterminer la distance verticale minimale entre les graphiques. Alors ça c'est f, c'est la courbe de f. Ça c'est la courbe de g. Et la distance verticale, c'est tout ce qui est en rouge ici. Ce sont les distances d'une manière verticale entre les deux courbes. Alors bien sûr, il y a une infinité de distances. On vous demande de chercher celle qui représente une valeur optimale, c'est-à-dire ici minimale.
minimale, c'est une application dérivée, donc on doit calculer la fonction dérivée, on doit annuler la fonction dérivée, on doit utiliser le tableau de signes pour le sens de variation. Tout d'abord, on va déterminer la fonction en jeu qui représente la distance verticale. C'est une fonction que je vais noter de x, qui sera tout simplement la différence entre f de x et g de x. J'ai choisi cet ordre-là parce que j'ai besoin d'une distance qui est tout le temps positive. Donc j'ai pris la fonction la plus grande moins la fonction la plus petite. Alors dans ce contexte de l'exercice, t de x, ma nouvelle fonction, racine carrée de x moins ln de x. Je cherche une distance minimale, donc j'ai besoin de voir à quel moment il y a un changement de variation. Je dois tout d'abord calculer la dérive de x, la dérive de racine carrée de x, moins la dérivée de ln de x, supposé bien sûr maîtriser, donc c'est 1 sur 2 racine carrée de x, moins la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, on est dans la partie positive. Je cherche le dénominateur commun, pour simplifier mes calculs, ça va faire racine carrée de x, moins 2 sur 2x. Deuxième étape, je vais annuler cette fonction. Donc, je vais résoudre l'équation d' de x égale 0. Ça me donne le dénominateur égale 0. Passage au carré, x égale 4. Cette fonction s'annule en x égale 4. Je vais étudier le TS, le tableau de signes d'. Je suis sur le domaine 0 plus l'infini. Ma racine, c'est 4. Ma borne supérieure, c'est plus l'infini. C'est une racine, mais c'est une condition d'existence. Attention, c'est une condition d'existence. Elle est toujours condition d'existence pour la fonction t de x. Avant, c'est le moins. Après, c'est le plus. Ma fonction est décroissante et croissante. Elle atteint un minimum en 4. Je dois calculer cette d 4. Je remplace fonction. Ça va faire racine carrée de 4 moins ln de 4. Ça donne e moins ln de 4. Si je veux simplifier, ça peut être 2 moins 2 ln de 2. Les deux écritures sont équivalentes. Conclusion. En x égale 4, la distance verticale est minimale et égale 2 de 4, qui est 2 moins 2 ln de 2. Et bien sûr, c'est une valeur positive. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour de plusieurs écritures d'un nombre complet. L'idée, c'est d'être clair par rapport au cercle trigonométrique, par rapport à l'argument, par rapport au module. Tout d'abord, on vous demande d'écrire la réponse sous la forme cartésienne ou algébrique, x plus y, mais il faut passer tout d'abord par l'écriture exponentielle qui permet d'absorber les puissances. Commençons par décomposer le problème. Donc, je vais poser 1. C'est un nombre qui prend cette forme. Je sais qu'il va partir de pi sur 3. Et je sais que c'est une partie réelle positive, partie imaginaire positive. Donc, forcément, le premier quadrant, donc c'est pi sur 3. Le module, c'est racine carrée de 1 plus racine carrée de 3 au carré, ça fait 2. EI, pi sur 3. Z2, qui est le dénominateur, va partir de cette forme. Donc il va partir de pi sur 4. Partie réelle positive, partie imaginaire négative. Donc je suis dans le quatrième cadran. Donc ça va sortir avec racine carrée de 2 comme module et E moins pi sur 4 comme argument. Z1 sur Z2, je vais appliquer cette formule. Donc il va avoir comme argument la différence des deux. Le moins avec le moins, ça va faire plus. Et pour le module, il suffit de les diviser. Simplification. Donc notre Z, on va appliquer la puissance. Ça sera juste racine carrée de 2 sur puissance 9. Ça donne racine carrée de 2 puissance 9. Simplification. 21 pi sur 4. Encore des simplifications, ça va faire un 16 racine carrée de 2. C'est la même chose, il suffit de voir le cercle. Je tombe sur une valeur particulière, donc pour moi, c'est plus simple de l'écrire sous la forme attendue, la forme trigonométrique, et puisque c'est une valeur particulière, simplification, voilà l'écriture demandée. Le x égale moins 16, le y égale moins 16. Dans cet exercice, on vous fait travailler autour des suites numériques, les limites des suites numériques.
Pour la première question, c'est vrai. Un exemple, on a plusieurs. Par exemple, la suite UN définie par son terme général n. Je peux donner suite n carré. Par exemple, UN plus 1 sera n plus 1. UN plus 1, calcul. Le quotient, cette limite avec la règle de terme dominant, ça fait le 1. Cette différence et la limite de cette différence égale 1 différent de 0. Pour mon deuxième exemple, ça sera la même chose. La règle toujours du terme dominant, cette limite va vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Pourtant, la différence est différente de 0 en limite. Plus l'infini, différent de 0. Voilà, on a plusieurs exemples de ce genre. Deuxième proposition, c'est faux, et c'est un contre-exemple qui est attendu. Je prends la suite classique avec une puissance de moins 1. Le n, bien sûr, appartient à n. La limite, quand n tend vers plus l'infini, je remplace. La puissance est paire, la réponse c'est 1. Donc on a bien une suite Wn dont le carré converge vers 1. Pourtant, il n'existe pas, car c'est une suite qui va osciller entre moins 1 et 1, entre un nombre pair et un nombre impair. Cette limite n'existe pas. Voilà le contre-exemple.